Dans le monde entier, il y a des gros fraudeurs. Et je te parle pas de ceux qui rentrent dans le métro sans payer. Je te parle de mecs dont c'est littéralement le métier. Des mecs qui sont experts dans l'art de l'arnaque et qui ont fait fortune grâce à ça. Bon, beaucoup se sont fait choper, mais les mecs ont proposé masterclass sur masterclass. Donc je te préviens, faut pas les idolâtrer, parce que c'est pas bien, mais c'est quand même assez impressionnant. Parmi ces cracks, l'un d'entre eux a réussi à vendre le Taj Mahal, et même 3 fois. C'est notre première histoire, et tu vas voir qu'on commence avec du lourd. Voici l'aventure du tristement célèbre Monsieur Natwarlal. De son vrai nom, Mithilesh Kumar Srivastava, est surnommé l'escroc de l'Inde. Dès son plus jeune âge, Natwarlal montre des signes d'une intelligence exceptionnelle, doublée d'une audace rare. Son entrée dans le monde de l'escroquerie se fait presque par hasard quand son voisin l'envoie déposer un chèque et qu'il découvre qu'il peut facilement imiter sa signature. Sa première transgression est donc un retrait frauduleux de 1000 roupies. Il part ensuite étudier à Calcutta et jongle entre les cours de commerce et son travail de courtier en bourse à temps partiel. Et c'est pas pour autant que ça va l'arrêter. Ses différentes expériences, mixées avec ses connaissances du réseau ferroviaire, qui lui viennent de son père, vont lui permettre d'élaborer des escroqueries toujours plus audacieuses. Malheureusement, il est arrêté une première fois en 1937 pour avoir volé 9 tonnes de fer. Oui, le mec est chaud. La police a aussi rapporté qu'il visitait fréquemment des prostituées, leur offrait de l'alcool empoisonné, volait leurs bijoux et leur argent, puis s'enfuyait. Mais c'est pas tout. Le mec est aussi accusé d'avoir escroqué des milliers de roupies à des centaines de commerçants, bijoutiers, étrangers et industriels comme Tata. Et le mec est si doué qu'il aurait réussi à vendre à plusieurs reprises le Taj Mahal, le Fort Rouge, le Rashtrapati Bhavan et le Parlement indien. Tu te doutes qu'il les a pas vraiment vendus, mais il aurait quand même touché l'argent. Je sais pas si le mec est incroyablement fort ou que les gens sont extrêmement naïfs, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Malgré tout, il semblerait qu'il ait un grand cœur. Enfin, c'est ce que dit la légende, qui raconte qu'il était une sorte de Robin des Bois dans son village natal et qu'il donnait ses gains aux plus démunis. Mais il est pas sorti indemne de tout ça, hein. Il a même eu de lourdes peines. Rien qu'au billard, Natwarlal a été accusé de 14 cas de falsification et a été condamné à 113 ans de prison. Autant te dire qu'il était pas prêt de sortir. Au total, il aura été arrêté 9 ou 10 fois, mais il a toujours trouvé un moyen de s'échapper, et bien souvent de manière assez originale. Je dirais même digne de Bollywood. Par exemple, en 1957, Natwarlal s'est échappé de la prison de Kanpur en revêtant en uniforme de police de contrebande, en soudoyant les gardiens de sa cellule avec une valise pleine d'argent, puis en sortant par la porte d'entrée en passant devant les gardiens qui l'ont salué. Mais le mec est un escroc jusqu'au bout, puisque la valise contenait en fait des journaux. En raison de ses évasions répétées, on pense qu'il n'a passé que 20 ans en prison au cours de sa vie, qui est déjà pas mal. Mais je te rassure, il est pas seul sur le podium, et je pense qu'il y en a un que tu connais. Si t'aimes bien Leonardo DiCaprio, tu vois peut-être de qui je vais parler ici. Si je te dis Frank Abagnale, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est le personnage principal du film Arrête-moi si tu veux de Steven Spielberg, dans lequel DiCaprio joue le rôle de notre escroc. Si t'as pas vu le film, je vais te spoil un peu, mais je t'invite grandement à le regarder, il est génial. Sauf que ce film n'est pas du tout une fiction, mais bien une histoire vraie. Condamné pour multiples escroqueries dans pas moins de 26 pays, Frank Abagnale Jr. est passé de grand faussaire à consultant pour le FBI. Durant son adolescence, ses parents divorcent, un événement qui le traumatisera. Pour se venger de ce que ses parents lui ont fait subir, Frank décide d'emprunter la carte bleue de son père pour acheter des pièces automobiles. Il organise avec son complice le garagiste un business de fausses factures au nom de son père et retire l'argent avec la carte de crédit. Les deux sont donc parvenus à lui voler 3400 $ jusqu'au jour où un agent de recouvrement contacte son père en personne. Cette première aventure marquera le début de sa carrière d'escroc. Et je te garantis que par rapport au premier, c'est d'un autre niveau. À 16 ans, Frank rêve de voyager et évidemment sans débourser un centime, sinon c'est pas marrant. Il se crée donc la fausse identité d'un pilote de ligne de la compagnie Pan American World Airways. Il se fabrique une fausse licence, pour ce qui est de la tenue, il l'appelle la compagnie en leur expliquant l'avoir perdue, et la compagnie lui en renvoie une. Oui, c'est lunaire. Il se fait ensuite passer pour un pilote en transit, et peut donc profiter des vols et hôtels, tout frais payés par la compagnie, pour faire le tour du monde. En fait, il a profité d'une pratique de l'époque, qui permettait à tout pilote ou copilote de monter à bord d'avions, peu importe la flotte, pour se rendre à la destination où ils sont attendus. Et du coup, ça a marché, alors qu'il n'avait que 16 ans. Le culot, ça a parfois du bon. Une seule fois, il a eu un peu chaud et s'est retrouvé aux commandes d'un 707 sous la pression d'un supérieur. Mais bon, il s'en est sorti en déclenchant le pilotage automatique. Et il n'a pas fait ça sur 1 ou 2 vols. Il aurait parcouru plus d'1 million de kilomètres, pris 250 vols et découvert 26 pays sur 2 ans en toute illégalité. Sympa le tour du monde. Un jour, un agent du FBI vient questionner son identité. C'est à ce moment-là qu'il décide de mettre de côté sa carrière de pilote et devient Frank Williams, pédiatre en vacances en Géorgie. Ce mec, c'est un peu le Johnny Sins de la vraie vie. Frank y mène une vie de débauche jusqu'à la rencontre d'un voisin pédiatre qui lui demande une faveur: remplacer un employé de l'hôpital en attendant son retour. Il n'a aucune expérience mais saisit l'opportunité. Il a un rôle de superviseur, donc ça l'arrange,
puisqu'il n'a qu'à laisser les internes gérer les diagnostics et les traitements et hocher la tête. Les internes sont d'ailleurs hyper contents, parce que Frank les laisse être de vrais docteurs, alors qu'il ne comprend probablement pas grand chose à ce qu'il raconte. L'arnaque fonctionne jusqu'au jour où une infirmière affolée se présente dans son bureau, l'avertissant d'un cas de bébé bleu, exigeant une assistance médicale immédiate. Pour couvrir son incompétence, Frank passe son temps à faire des blagues. Il répond alors « J'arrive tout de suite dès que j'ai examiné le bébé vert dans la chambre voisine ». Bon, je sais pas si l'occasion était bien trouvée pour faire une blague, parce que le terme bébé bleu fait référence à un nouveau-né qui manque d'oxygène, donc pas très fun. Bon, finalement tout va bien. Un interne avait pris l'affaire en main, mais Frank restera choqué de cet épisode et choisira de partir et de raccrocher sa carrière d'escroc. Pas du tout. Il continua à frauder aux quatre coins des États-Unis en se faisant passer pour un diplômé de droit d'Harvard, un professeur de sociologie dans l'Utah et même un agent du FBI. Si le culot avait un nom, ce serait Frank Abagnale. Mais il sera finalement capturé en 1969, emprisonné en France, puis en Suède et aux États-Unis, et il a alors que 21 ans. Avec tout ce qu'il a vécu, je m'attendais à ce qu'il en ait 40. Mais 21 ans, il est encore plus jeune que moi. À ce moment-là, un échappatoire s'offre à lui. S'il accepte de collaborer avec les autorités du pays, en matière de détection et de prévention des fraudes, alors il pourra échapper à la prison. Et ça fait aujourd'hui plus de 40 ans que Frank travaille main dans la main avec le FBI. Donc au final, tout est bien qui finit bien. Mais je comprends mieux que son histoire ait été adaptée au cinéma. Notre troisième histoire parle d'un certain MacGregor. Et non, je parle pas de Connor, mais plutôt d'un certain Gregor. Oui, les noms sont quand même assez proches, mais notre escroc a vécu au 19e siècle. En 1817, Gregor MacGregor, issu d'une famille noble et soldat écossais, décide de tirer profit de 32 000 km² de territoire sous l'emprise britannique, et il est sur le point de créer la plus grande supercherie du 19e siècle. Son plan était très simple. Après avoir passé des années en Amérique du Sud et quitté l'armée britannique, MacGregor affirme avoir reçu le territoire de Poitiers. Il s'autoproclame chef et annonce pouvoir vendre de nombreuses terres. Selon lui, il s'agissait plus précisément d'un État indépendant situé dans la baie du Honduras, avec comme capitale Saint-Joseph. Pourtant, ce petit État n'existe pas. Il va même jusqu'à concevoir un blason et introduit la monnaie de Poitiers pour prouver sa bonne foi. Le mec est prêt à tout. Et ça a fonctionné. Beaucoup d'investisseurs commencent à s'y intéresser, il enchaîne les entretiens dans les journaux, et au final, plus de 500 investisseurs achètent des terres et vont même jusqu'à vendre leurs biens pour pouvoir se les offrir. En un an, MacGregor aurait amassé plus de 200 000 livres, ce qui est véritablement énorme pour l'époque. Et évidemment, les premiers colons arrivent pour découvrir ce qu'ils ont acheté et ce dans quoi ils ont mis toutes leurs économies. Mais ils ne s'attendaient pas à découvrir ça. Une fois sur place, ils tombent sur une jungle inhospitalière, où beaucoup ne survivent pas à l'environnement sauvage, à la maladie et à la faim. Ceux qui arrivent à rentrer en Grande-Bretagne sains et saufs tentent de le balancer à la presse, mais beaucoup le défendent en disant en gros que c'est pas sa faute. Bah voyons. Il réussira à continuer d'escroquer tout un tas d'investisseurs avant de définitivement quitter le pays pour le Venezuela. Bon, évidemment, ne prends pas exemple sur eux, parce que même si c'est impressionnant, ça reste illégal et immoral pour toutes les personnes qui se sont fait arnaquer. Je me tâte à faire un épisode 2 parce qu'en termes d'arnaque, je pense qu'on a d'autres pépites. En attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me le dire en commentaire. Déjà parce que ça me ferait très plaisir et aussi parce que ça motive à continuer. Si t'as d'autres escrocs en tête, dis-le moi et à bientôt pour une prochaine vidéo.